10 minutes après le divorce, je me suis envolé à l'étranger avec mes 3 enfants. Pendant ce temps, les 8 membres de la famille de mon ex-mari étaient réunis à la clinique de maternité, attendant les résultats de l'échographie de sa maîtresse. Mais ce que le médecin a dit les a laissés. Le juge venait de dire, ce divorce est définitif. C'est alors que je me suis penché vers mon avocat et lui ai chuchoté, réservez les billets. 10 minutes plus tard, j'attachais mon plus jeune enfant sur un siège d'avion, mes 2 aînés assis à côté de moi dans un silence stupéfait. Serrant encore les petits sacs à dos que je leur avais préparés la veille. Et de l'autre côté de la ville, dans une clinique de maternité lumineuse et joyeuse, aux murs pastels et aux sourires polis, les 8 membres de la famille de mon ex-mari étaient rassemblés autour de sa maîtresse. Attendant d'entendre les battements de cœur de l'enfant qu'ils appelaient déjà leur avenir. Ils souriaient. Ils célébraient. Ils pensaient avoir gagné. Mais ce que le médecin s'apprêtait à dire allait tout changer. Je n'ai pas pleuré quand le juge a signé les papiers. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas dans ce genre de moment. Ils s'attendent à des larmes. Ils s'attendent à une sorte de scène des voix qui s'élèvent, des mains qui tremblent, quelqu'un qui sort en trompe du tribunal. Mais au moment où vous arrivez à ce jour-là, les larmes ont déjà été épuisées. J'avais pleuré des mois plus tôt, discrètement dans la buanderie où personne ne pouvait m'entendre par-dessus le bourdonnement du sèche-linge. J'avais pleuré quand j'avais trouvé le premier message sur le téléphone de Daniel, quelque chose de petit, presque inoffensif en apparence, mais écrit avec une familiarité qui ne m'appartenait plus. Après cela, les pleurs sont venus par vagues. Dans la cuisine, dans la voiture, une fois même sur le parking du supermarché, mes mains serrant le volant si fort qu'elles me faisaient mal. Mais pas dans la salle d'audience. Dans la salle d'audience, j'étais calme. Madame Carter, avait dit le juge en jetant un coup d'œil par-dessus ses lunettes, êtes-vous d'accord avec les termes tels qu'ils sont présentés? Oui, votre honneur, ai-je répondu. Ma voix n'a pas tremblé. De l'autre côté de la pièce, Daniel a bougé sur sa chaise, son expression se situant quelque part entre le soulagement et l'impatience. Il avait toujours détesté les longs processus, la paperasse, l'attente, tout ce qui le ralentissait. Il voulait que ça se termine. Moi aussi. Les termes étaient acceptables sur le papier. Il gardait la maison, la majeure partie des économies. Ses comptes professionnels restaient intacts. J'ai pris les enfants et une modeste compensation. Pour quiconque regardait, on aurait dit que j'avais perdu. J'ai vu la façon dont sa mère, assise au dernier rang, s'est penchée pour chuchoter quelque chose à sa sœur. Le faible sourire qu'elles n'ont pas tout à fait réussi à cacher. Elles pensaient que je partais avec rien. C'était peut-être ce dont elles avaient besoin de croire. Quand l'audience a pris fin, Daniel s'est levé rapidement, cherchant déjà son téléphone. Bien, a-t-il marmonné plus pour lui-même que pour moi. C'est fait. J'ai rassemblé mes affaires lentement, m'assurant de ne rien laisser derrière moi. Pas un stylo, pas un morceau de papier, pas une trace. Émilie, dit-il d'un ton presque désinvolte, comme si nous venions de conclure une réunion d'affaires au lieu de mettre fin à un mariage de 15 ans. Je demanderai à quelqu'un de se coordonner avec toi concernant l'emploi du temps des enfants. Je ne serai pas disponible, ai-je dit. Cela l'a fait faire une pause. Comment ça? Je veux dire, ai-je répondu en croisant son regard pour la première fois ce matin-là, que tu devras passer par mon avocat. Une lueur d'irritation a traversé son visage. Il n'y a pas besoin de rendre cela difficile. Je ne le fais pas, ai-je dit doucement. Je mets les choses au clair. Pendant un instant, on aurait dit qu'il voulait se disputer, mais ensuite il a expiré, a haussé les épaules et s'est détourné. Il faisait toujours ça, choisir le chemin de la moindre résistance quand quelque chose ne lui profitait pas immédiatement. C'était l'une des raisons pour lesquelles nous en étions là. À l'extérieur du tribunal, l'air semblait différent, plus léger en quelque sorte. Ou peut-être que ce n'était que moi. Mon avocat, un homme posé du nom de Robert Hay, marchait à côté de moi en descendant les marches. « Vous avez bien géré ça ?» a-t-il dit. « Je n'ai rien fait » ai-je répondu. « Vous avez fait exactement ce dont nous avions discuté » a-t-il corrigé. « Vous êtes resté calme. Vous n'avez pas insisté. » J'ai hoché la tête. C'était ça le plan. « Êtes-vous sûr de ce qui vient ensuite » a-t-il demandé en baissant légèrement la voix. « Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je sais, ai-je dit.
Et les enfants, ils iront bien, ai-je ajouté bien que ma poitrine se soit un peu serrée. Ils ont besoin de stabilité. Pas de tout ça. Il m'a observé pendant un moment, puis a fait un petit signe de tête respectueux. Très bien, a-t-il dit. Appelez-moi quand vous atterrirez. La voiture attendait déjà. J'avais tout arrangé la veille après que les enfants se soient couchés. 3 petites valises, des passeports, des documents, un dossier soigneusement glissé dans mon bagage à main contenant des copies de tout ce que Robert et moi avions passé des mois à préparer. Ma fille Lily a été la première à remarquer que quelque chose était différent. « Maman » a-t-elle dit doucement alors que nous nous éloignions du trottoir. « Où allons-nous » Je me suis légèrement tourné sur mon siège pour la regarder. 10 ans, trop observatrice pour son propre bien. « Nous faisons un voyage, ai-je dit. »« Un voyage » a répété mon fils Ethan depuis l'arrière. « Comme des vacances, ou quelque chose comme ça. » Mon plus jeune, Noah, tenait juste son ours en peluche et regardait par la fenêtre, me faisant confiance de la façon dont seul un enfant de 6 ans le peut. « Est-ce que papa vient » a demandé Lily. J'ai secoué la tête. « Non » ai-je dit doucement. « Il n'y a que nous. » Elle n'a rien demandé d'autre après ça. À l'aéroport, tout est allé vite. L'enregistrement, la sécurité, l'embarquement. J'avais choisi un vol matinal pour une raison. Moins de temps pour les questions. Moins de temps pour que quiconque remarque quoi que ce soit. Moins de temps pour que Daniel réalise ce qui se passait. Alors que nous nous installions dans nos sièges, j'ai aidé Noah avec sa ceinture de sécurité, puis je l'ai bordé avec une couverture. « Ça va, mon grand » ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Où allons-nous » J'ai souri, écartant une mèche de cheveux de son front. « Quelque part de nouveau » ai-je dit. L'avion a commencé à rouler. Mon cœur battait régulièrement. Ni vite, ni lentement, juste avec certitude. Alors que les moteurs rugissaient et que le sol commençait à s'éloigner sous nous, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre à la ville que j'avais appelée ma maison pendant près de 2 décennies. J'ai pensé à la maison, à la cuisine, à la vie que j'avais construite pièce par pièce, et puis je l'ai laissé partir. Parce qu'à cet instant précis, de l'autre côté de la ville, Daniel était probablement en train d'entrer dans cette clinique, son bras autour de ses épaules, sa famille rassemblée tout près, prête à célébrer ce qu'il croyait être le début de quelque chose de nouveau. Il n'avait aucune idée de ce qui était déjà en marche. Aucune idée que l'accord que Daniel avait signé ce matin-là contenait une clause qu'il avait à peine survolée. Aucune idée que certaines divulgations financières qu'il avait jurées complètes avaient déjà été discrètement vérifiées. Et il n'avait certainement aucune idée que l'appel que Robert s'apprêtait à passer les atteindrait avant la fin de la journée. Je me suis adossé à mon siège, j'ai fermé les yeux un instant et j'ai pris une inspiration lente et régulière. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'attendais pas que quelque chose m'arrive. J'avais déjà tout mis en mouvement. Et cette fois, ce n'était pas moi qu'on laissait derrière. La première fois que mon téléphone a vibré après notre atterrissage, je n'ai pas répondu. Nous venions de sortir de l'aéroport dans un air qui semblait plus doux que celui de la ville que nous avions quittée. Il portait une sorte de chaleur tranquille, pas seulement dans la température, mais dans le rythme. Les gens bougeaient plus lentement ici. Les voix étaient plus basses. Même la lumière semblait plus douce. Lily l'a remarqué aussi. C'est plus calme, a-t-elle dit en ajustant la bretelle de son sac à dos. En effet, ai-je convenu. Ethan a étiré ses bras au-dessus de sa tête. On reste ici longtemps? Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Noah, qui tenait ma main avec une sorte de confiance calme qui m'a serré la poitrine. Pour un moment, ai-je dit, et c'était suffisant pour eux pour l'instant. La voiture qui est venue nous chercher était modeste, le chauffeur poli, mais pas trop bavard. J'avais loué une petite maison à l'avance. Rien d'extravagant, juste propre, calme, et près d'une école que j'avais déjà contactée des semaines plus tôt. Des semaines. C'était le temps que j'avais passé à préparer cette partie de nos vies. Pas des jours, pas des heures. Des semaines de petites étapes minutieuses. Des appels passés tôt le matin avant que quiconque ne soit réveillé. Des emails envoyés depuis un compte dont Daniel ignorait l'existence. Des documents copiés, organisés, revérifiés. Je n'ai rien précipité. La précipitation est ce qui fait que les gens se font attraper. Au moment où nous sommes arrivés à la maison,
le soleil commençait à se fondre dans cette lueur de fin d'après-midi qui rend tout un peu plus indulgent. C'est ici, a demandé Ethan en regardant la petite cour de devant. C'est ici, ai-je dit. À l'intérieur, l'espace était simple. 2 chambres, un petit salon, une cuisine qui avait connu des jours meilleurs, mais qui était propre et fonctionnelle. Il y avait déjà quelques provisions dans le réfrigérateur, une autre chose que j'avais arrangée à l'avance. Lily a traversé lentement le salon, observant tout. Ce n'est pas comme à la maison, a-t-elle dit. Non, ai-je dit doucement. Ce ne l'est pas. Elle s'est tournée vers moi. On déménage ici? J'ai fait une pause. Il y a des moments en tant que parent où l'on réalise que la vérité est trop lourde à livrer d'un seul coup. On ne ment pas, mais on ne dit pas tout non plus. Nous commençons ici, ai-je dit. Elle a scruté mon visage une seconde de plus que ce à quoi je m'attendais, puis a hoché la tête. D'accord. C'était sa Lily, pensive, prudente, plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. Pendant que les enfants s'installaient, je suis sorti sur le petit patio arrière et j'ai enfin regardé mon téléphone. 5 appels manqués, 3 de Daniel, 2 d'un numéro inconnu que je reconnaissais déjà. Je n'ai rappelé aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai fait défiler jusqu'au nom de Robert et j'ai appuyé sur appeler. Il a répondu à la 2e sonnerie. Vous avez atterri, a-t-il demandé. Nous sommes là, ai-je dit. Il y a eu une brève pause, pas d'hésitation, juste une confirmation. Très bien, a-t-il dit. Alors nous avons commencé. J'ai fermé les yeux un instant, laissant cela s'installer. Que s'est-il passé jusqu'à présent, ai-je demandé. Quelques petites choses, a-t-il dit. Le compte de Daniel, plusieurs d'entre eux ont été temporairement gelés dans l'attente d'un examen. J'ai laissé échapper un souffle lent et j'ai incité à poursuivre, et Robert a continué, l'IRS a ouvert une enquête officielle sur les divergences entre ses revenus déclarés et les transferts réels. Je me suis appuyé contre la balustrade en bois du patio, me calmant. Daniel a toujours été prudent, ou du moins il croyait l'être. Il va dire que c'est une erreur, ai-je dit. Il peut dire ce qu'il veut, a répondu Robert calmement. Ce qui compte, c'est ce que nous pouvons prouver. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Et la clause, ai-je demandé, elle a été déclenchée? Oui, a-t-il dit, en raison de la non-divulgation, cela ouvre la porte à une réévaluation complète de la division des actifs. En d'autres termes, l'accord que Daniel pensait avoir conclu ce matin-là n'était plus d'actualité. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Pas comme les gens l'imaginent. Ce n'était pas une bouffée de victoire ou un sentiment de vengeance. C'était plus calme que ça. Plutôt comme un équilibre restauré. Merci, ai-je dit. Vous n'avez pas besoin de me remercier, a répondu Robert. Vous avez fait le plus dur. Vous avez été patiente. La patience? Cela avait été la chose la plus difficile de toutes. Après avoir raccroché, je suis resté dehors quelques minutes de plus, regardant le ciel basculer lentement vers le soir. À l'intérieur, j'entendais Noah rire de quelque chose qu'Ethan avait dit. Lily ouvrait des tiroirs dans la cuisine, organisant les choses sans qu'on le lui demande. Des sons normaux, ordinaires. Pour la première fois depuis longtemps, il ne semblait pas fragile. De retour dans la ville que nous avions laissée derrière, les choses allaient beaucoup plus vite. Je n'ai pas vu cela se produire en personne, bien sûr, mais plus tard, j'en entendrai parler par bribes à travers des appels téléphoniques et des récits de seconde main qui racontaient tous la même histoire. Daniel était arrivé à la clinique avec son bras autour d'elle, exactement comme je l'avais imaginé. Elle s'appelait Vanessa. 28 ans. Élégante, confiante de cette manière qui vient du fait de croire que vous êtes entré dans la vie de quelqu'un d'autre exactement au bon moment. Sa mère était là, son père, sa sœur et son mari. Même une tante qui ne se montrait presque jamais pour quoi que ce soit avait fait une apparition. 8 d'entre eux, tous rassemblés pour ce qu'ils croyaient être le début de quelque chose qui méritait d'être célébré. Ils souriaient. Une des infirmières a plus tard raconté à quelqu'un qui a raconté à quelqu'un qui a fini par me le dire, que c'était comme une fête. Je pouvais l'imaginer. La façon dont sa mère aurait pris les choses en main, posant des questions, s'assurant que tout semblait important. La façon dont sa sœur aurait rôdé, à moitié solidaire, à moitié curieuse. Daniel se tenant légèrement à l'écart, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes.
voyant probablement déjà les appels manqués de numéros qu'ils ne reconnaissaient pas. Les ignorants probablement parce c'est ce que font les gens quand ils pensent que rien ne peut les atteindre. La salle d'échographie était petite, faiblement éclairée, silencieuse. Vanessa s'est allongée sur la table. Une main reposant légèrement sur son ventre, l'autre serrant celle de Daniel. « Êtes-vous prête ?» a demandé la technicienne. Elle a hoché la tête en souriant. L'écran s'est allumé. Des formes ont commencé à se dessiner. Grainées d'abord, puis plus claires. Il était là. Le contour petit et indubitable d'une vie en développement. Sa mère a haleté doucement. « Oh, regardez ça !» a-t-elle dit. « C'est notre petit enfant. » Daniel n'a rien dit. Il a juste regardé. La technicienne a légèrement ajusté la sonde, son expression changeant juste d'une fraction. Assez pour que quelqu'un prêtant une attention particulière le remarque. « Je vais demander au médecin de venir », a-t-elle dit. Vanessa a légèrement froncé les sourcils. « Quelque chose ne va pas ? » « C'est la procédure standard », a répondu la technicienne. Juste un instant. Standard. Ce mot a le don de calmer les gens qui ne réalisent pas encore qu'ils devraient s'inquiéter. Quand le médecin est entré, il tenait une tablette et avait un regard que je connaissais bien. Professionnel, mesuré, prudent avec les mots. Il les a brièvement salués, puis a tourné son attention vers l'écran. Il y a eu une pause, une petite. Mais dans une pièce comme celle-là, elle s'étire. « J'aimerais vous poser quelques questions », a-t-il dit. Vanessa s'est légèrement redressée. « Est-ce que tout va bien ?» Il n'a pas répondu directement à cela. « À quand remonte votre dernier cycle menstruel confirmé ?» a-t-il demandé. Elle a hésité, puis a donné une date. Le médecin a hoché la tête, tapant quelque chose sur sa tablette. « Et quand avez-vous pensé pour la première fois que vous pourriez être enceinte ? » Une autre date. Un autre signe de tête. Daniel a bougé à côté d'elle. « De quoi s'agit-il » a-t-il demandé, une pointe d'impatience s'insinuant dans sa voix. Le médecin l'a enfin regardé. « C'est une question de chronologie » a-t-il dit calmement. « Quelle chronologie ?» Le médecin a légèrement tourné l'écran, indiquant des mesures spécifiques. « D'après le développement que nous observons, » a-t-il dit, la chronologie estimée de cette grossesse ne correspond pas à ce que vous avez décrit. Un silence, lourd, immédiat. La main de Vanessa s'est crispée sur le bord de la table. « Je ne comprends pas » a-t-elle dit. La voix du médecin est restée stable. Cela suggère que la conception s'est produite plus tôt que prévu. La mâchoire de Daniel s'est contractée. « Combien de temps plus tôt » a-t-il demandé. Le médecin a croisé son regard. Plutôt que ce que votre relation pourrait justifier. Personne n'a parlé. Ni sa mère, ni sa sœur, ni même Daniel. Parce qu'à ce moment-là, chaque sourire dans cette pièce n'avait plus nulle part où aller. Et quelque part, pas si loin, mais assez loin, je me tenais dans une petite cuisine, coupant des pommes pour mes enfants, écoutant leur voix remplir une maison qui, pour la première fois, ressemblait vraiment à la nôtre. Je ne connaissais pas le moment exact où le médecin a prononcé ces mots, mais je savais qu'ils avaient été dits parce que certaines vérités ont le don de faire surface juste à temps. Personne dans cette pièce n'a bougé pendant plusieurs secondes après que le médecin a fini de parler. Ce n'était pas le genre de silence que l'on obtient quand les gens sont simplement en train de réfléchir. C'était le genre qui s'installe quand quelque chose vient de basculer et que plus personne ne sait où se tenir. Daniel a été le premier à réagir. « Ce n'est pas possible », a-t-il dit, sa voix basse et contrôlée. Nous sommes ensemble depuis des mois. Le médecin n'a pas argumenté. Il n'a pas élevé la voix ni ne s'est précipité pour le corriger. Il a simplement maintenu sa position, comme le font les professionnels lorsqu'ils ont dit quelque chose qui ne peut être retiré. Je ne fais qu'expliquer ce que les mesures indiquent, a-t-il dit. S'il y a des questions concernant la paternité, c'est quelque chose qui peut être abordé par des tests supplémentaires. Le visage de Vanessa avait perdu toutes ses couleurs antérieures. Il doit y avoir une erreur, a-t-elle dit rapidement. Vous devez mal le lire. La technicienne a jeté un coup d'œil au médecin, puis à l'écran. Il n'y a pas d'erreur dans l'échographie, a-t-elle dit doucement. Daniel a reculé de la table comme si mettre une distance physique entre lui et la situation pouvait en quelque sorte la clarifier. Ça n'a aucun sens, a-t-il marmonné.
Derrière lui, sa mère a enfin retrouvé sa voix. « Qu'est-ce que vous dites exactement » a-t-elle demandé, d'un ton plus sec, maintenant dépouillé de toute la chaleur précédente. Le médecin n'a pas adouci ses mots. « Je dis, » a-t-il répondu, « que l'âge gestationnel suggère que la conception a eu lieu avant la période que vous avez décrite. » C'était là, clair, inévitable. Vanessa a secoué la tête, sa respiration devenant irrégulière. « Non, » a-t-elle dit, « non, ce n'est pas vrai. » Daniel l'a regardé, puis l'a vraiment regardé pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce. « Vanessa » a-t-il dit lentement. « Y a-t-il quelque chose que tu dois me dire ?» Elle n'a pas répondu. Pas tout de suite. Et dans cette pause, quelque chose à l'intérieur de cette pièce s'est brisé, parce que le silence, quand une question a été posée directement, est une réponse en soi. Le premier appel téléphonique est arrivé avant que quiconque ne puisse s'en remettre. Le téléphone de Daniel a vibré dans sa main. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, l'irritation traversant son visage. « Pas maintenant » a-t-il marmonné en appuyant sur « Refuser ». Il a vibré à nouveau. Même numéro. Il l'a ignoré une deuxième fois. À la troisième tentative, son père s'est légèrement penché en avant. « Tu devrais peut-être répondre » a-t-il dit doucement. « Ça pourrait être important. » Daniel a expiré brusquement, déjà agacé, et est sorti dans le couloir pour répondre. « Quoi » a-t-il lâché dès qu'il a décroché. À l'autre bout, Robert n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. « Monsieur Carter » a-t-il dit d'un ton égal. C'est Robert conseiller juridique d'Emily Carter. Il y a eu une brève pause. « Je croyais que tout avait été finalisé ce matin » a répondu Daniel, d'un ton défensif. « Ça l'était » a dit Robert. « Sur la base des informations que vous avez fournies. Et sur la base de nouvelles découvertes, » a continué Robert, « nous initions une révision formelle des déclarations financières soumises pendant la procédure. » La mâchoire de Daniel s'est contractée. « Quelle nouvelle découverte ?» « Une série de transferts, » a dit Robert, « qui n'étaient pas inclus dans vos déclarations sous serment. Des comptes offshore, des actifs non déclarés. C'est... » Daniel s'est arrêté, baissant la voix alors qu'une infirmière passait. « C'est un malentendu. Vous êtes libre de présenter cette position, » a dit Robert calmement. « Aux autorités compétentes. » Un temps. « Quelles autorités ?» a demandé Daniel, bien que quelque chose dans son ton suggérait qu'il le savait déjà. « Le fisc a été informé » a répondu Robert. « À partir de cet après-midi, plusieurs de vos comptes ont été temporairement gelés dans l'attente d'une enquête. » Daniel n'a pas parlé. Il est resté planté là, dans le couloir d'une clinique de maternité qui, quelques instants auparavant, ressemblait à un lieu de célébration. De plus, a continué Robert, la clause de non-divulgation de votre accord de divorce a maintenant été déclenchée. Daniel a dégluti. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire, a dit Robert, que la division des actifs à laquelle vous avez consenti ce matin est sujette à une réévaluation. Silence. Vous devriez parler avec votre propre avocat, a ajouté Robert. Je suppose qu'ils vous contacteront sous peu. Et puis la ligne a été coupée. Quand Daniel est retourné dans la pièce, tout avait changé. Pas seulement à cause des mots du médecin, mais à cause de ce qu'il apportait maintenant avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? A immédiatement demandé sa sœur. Il ne lui a pas répondu. Il a de nouveau regardé Vanessa, mais la question qui était là auparavant s'était transformée en autre chose, quelque chose de plus froid. Habille-toi, a-t-il dit. Elle a cligné des yeux. Daniel. Habille-toi, a-t-il répété d'une voix neutre. Sa mère s'est avancée. Daniel, qu'est-ce qui se passe ? Il s'est finalement tourné vers elle. Tout, a-t-il dit, c'était tout. Tout. Parce que dans ce seul mot résidait l'effondrement de chaque certitude avec laquelle ils étaient entrés. L'enfant qu'ils célébraient n'était peut-être pas le sien. L'avenir qu'ils planifiaient n'existait peut-être pas. Et la vie qu'il croyait avoir sécurisée ce matin-là était déjà en train de lui échapper. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu mon premier message de sa part. Pas un appel, pas un message vocal, un message. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Il y a des questions qui méritent des réponses,
et il y a des questions qui ne sont que l'écho de quelqu'un qui réalise qu'il a perdu le contrôle. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posé mon téléphone sur le petit comptoir de la cuisine et me suis tourné vers la cuisinière. Lily était assise à la table et aidait Noah avec une feuille d'exercice que l'école m'avait envoyée par email plus tôt dans la journée. Ethan rinçait la vaisselle sans qu'on le lui demande. Des choses simples, ordinaires, le genre de moment qui avait autrefois été assombri par une tension que je ne reconnaissais même pas à l'époque. « Maman » a dit Lily en levant les yeux. « Est-ce qu'on va bien ?» Je me suis approché de la table et j'ai posé légèrement une main sur son épaule. « Oui » ai-je dit. Et pour la première fois, ce n'était pas quelque chose dont je devais me convaincre. C'était juste vrai. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assise seule dans le calme du salon. La maison était encore peu familière, le grincement des planches, la façon dont la lumière tombait à travers les rideaux, mais elle ne semblait plus temporaire. Elle ressemblait au début de quelque chose de stable. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message. « Tu crois que c'est fini ?» J'ai laissé échapper un doux soupir. Non, je ne pensais pas que c'était fini. Je savais que ça ne l'était pas, parce que les conséquences n'arrivent pas tout en même temps. Elles se déploient, lentement, délibérément, tout comme ce que j'avais mis en branle. J'ai éteint la lumière, laissant la pièce s'installer dans l'obscurité. Et quelque part à des kilomètres de là, dans une maison qui n'était plus la mienne et dans une clinique dont on se souviendrait pour toutes les mauvaises raisons, la vérité continuait de se frayer un chemin dans chaque recoin de la vie de Daniel. Et cette fois, il n'y avait plus personne pour l'en protéger. Dès le lendemain matin, l'histoire avait déjà commencé à se répandre. Pas publiquement, pas de la manière dont les gens imaginent les scandales éclater à la une des journaux, mais discrètement à travers les canaux qui comptent le plus dans un endroit comme le nôtre. Des appels téléphoniques, des conversations entre avocats, un banquier posant une question prudente qui ne ressemblait pas tout à fait à une question. Daniel avait construit sa vie sur le contrôle, sur le fait de savoir exactement qui savait quoi et quand. Maintenant, pour la première fois, ce contrôle lui échappait. Je me suis réveillé tôt. La maison était encore calme, ce genre de calme qui semble mériter plutôt que vide. Pendant un instant, je suis juste resté dans la cuisine, laissant la lumière du soleil entrer par la fenêtre et se poser sur le comptoir où j'avais laissé la coupe de fruits la veille au soir. Normal. Ce mot ne cessait de me revenir. La normalité n'était pas quelque chose dont j'avais réalisé l'absence jusqu'à ce qu'elle soit de retour. J'ai allumé la cafetière et vérifié mon téléphone. 2 appels manqués. Un de Daniel, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais que je soupçonnais appartenir à son avocat. Il y avait aussi un message. Il faut qu'on parle. Ça va trop loin. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone. Pendant des années, il faut qu'on parle, avait été quelque chose à quoi je répondais immédiatement. Cela signifiait une urgence, une obligation, un besoin de régler n'importe quel problème qui venait de surgir. Maintenant, ça signifiait autre chose. Ça signifiait qu'il ne contrôlait plus la conversation. Les enfants se sont réveillés un par un. Noah est entré en premier, encore à moitié endormi, traînant sa couverture derrière lui. « Jour » a-t-il marmonné. « Bonjour, mon chéri » ai-je dit en lui tendant un verre de jus. Lily a suivi, déjà habillée, les cheveux soigneusement tirés en arrière. « J'ai trouvé l'email de l'école » a-t-elle dit. « Ils veulent qu'on passe tout à l'heure. »« C'est exact » ai-je dit. « Nous irons cet après-midi. » Ethan est entré en dernier, plus grand que dans mes souvenirs certains jours, comme s'il grandissait plus vite maintenant que la tension s'était dissipée. « On a déjà Internet » a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit. « Pourquoi ?» Il a haussé les épaules, juste pour vérifier. C'était un échange si simple. Et pourtant, cela semblait être quelque chose d'important. Il ne posait pas de questions sur Daniel. Il ne posait pas de questions sur ce qui s'était passé au tribunal. Il s'adaptait, tranquillement, naturellement. Au milieu de la matinée, Robert a appelé. « Je suppose que vous avez vu les messages » a-t-il dit. « C'est fait » ai-je répondu. « Il essaie de contenir la situation » a poursuivi Robert. « Mais ça va plus vite qu'il ne s'y attendait. » « De quelle manière ?»« Il y a eu des contacts de la part de ces institutions financières » a dit Robert. « Une fois que les comptes sont signalés,
ils n'attendent pas d'explication. Je me suis appuyé contre le comptoir, écoutant attentivement. Et le fisc, ils ont ouvert un examen préliminaire, a-t-il dit. Cela ne veut pas dire que quoi que ce soit finalisé, mais cela signifie qu'il est maintenant sur le radar. Daniel détestait être sur le radar de qui que ce soit. Il préférait opérer dans des espaces où tout semblait propre en surface. Et son avocat, ai-je demandé. Ils m'ont contacté ce matin, a dit Robert. Ils demandent une réunion. J'ai réfléchi à ça. Et je leur ai dit que toute communication passerait par moi, a-t-il dit, comme nous en avions discuté. C'était l'accord. Pas de contact direct, pas de négociations émotionnelles, juste des faits. Bien, ai-je dit. Il y a eu une pause. Vous gérez bien cela, a ajouté Robert. Je le gère de la seule manière possible, ai-je répondu. Ce qui voulait dire que je ne réagissais pas. Je laissais les choses se dérouler. De l'autre côté de la ville, Daniel faisait tout le contraire. Je ne l'ai pas vu moi-même, bien sûr, mais je pouvais l'imaginer assez clairement. Il aurait commencé la journée par des appels, d'abord à sa banque, puis à son comptable, puis à son avocat. Chaque conversation lui donnant moins de certitude que la précédente, chaque réponse soulevant plus de questions. Vos comptes sont en cours de vérification. Nous avons besoin de documents supplémentaires. Il semble y avoir une divergence. Des mots comme ça. Neutre, professionnel, impossible à contester. Sa mère aurait été là aussi. Elle l'était toujours quand les choses commençaient à s'effondrer. C'est ridicule, dirait-elle. Il doit y avoir une erreur. Daniel ne lui répondrait pas. Pas tout de suite. Parce que quelque part sous la frustration, autre chose s'emparait de lui. La reconnaissance, non pas de la culpabilité, il n'était pas le genre d'homme à voir les choses de cette façon, mais des conséquences. La rencontre avec l'école s'est bien passée. La directrice était gentille, le genre de femme qui avait vu passer assez de familles dans son établissement pour savoir quand ne pas poser trop de questions. Nous sommes heureux de vous avoir, a-t-elle dit en me tendant un dossier d'information. Vos enfants se débrouilleront très bien ici. Lily a hoché la tête poliment. Ethan a posé des questions sur le sport. Noah a tenu ma main un peu plus fort que d'habitude, mais il ne s'est pas éloigné. Sur le chemin du retour, Lily a pris la parole. Maman, a-t-elle dit. Allons-nous rester ici pour de bon? Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Mais nous allons rester aussi longtemps que nécessaire. Elle a semblé l'accepter. Parfois, les enfants n'ont pas besoin de certitude. Ils ont juste besoin d'honnêteté. Cet après-midi-là, l'appel a fini par arriver. Pas de Daniel, de son avocat. Madame Carter, a dit la voix à l'autre bout du fil, mesurée et prudente. Je suis Michael Leven, je représente Daniel Carter. Je comprends, ai-je répondu. Nous aimerions discuter des récents développements, a-t-il dit. Il y a pu y avoir des malentendus. Toute discussion doit passer par mon avocat, ai-je dit calmement. Une brève pause. Oui, bien sûr, a-t-il dit. Nous avons été en contact avec Monsieur Hay. Cependant, nous espérions résoudre cela plus efficacement. Efficacement. Ce mot faisait beaucoup de travail dans ce genre de conversation. C'est traité efficacement, ai-je dit. Par les voies appropriées. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je vois, a-t-il dit. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Bonne journée, Madame Carter. Bonne journée, ai-je répondu et j'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, alors que le soleil descendait et que la maison prenait son nouveau rythme, je me suis retrouvé assise à la petite table à manger, examinant un ensemble de documents que Robert m'avait fait parvenir. Des chiffres, des dates, des transferts. Chaque ligne étant un témoignage silencieux des décisions que Daniel avait prises bien avant de réaliser qu'elles auraient de l'importance. Je n'ai pas ressenti de colère en les lisant. Plus maintenant. La colère avait eu sa place autrefois. Elle avait été utile. Mais maintenant, elle avait été remplacée par quelque chose de plus stable. La clarté. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Daniel. Tu aurais pu m'en parler. Je l'ai lu puis j'ai mis le téléphone de côté.
Il fut un temps où j'aurais cru cela, où j'aurais pensé qu'une conversation aurait pu changer quelque chose. Mais les conversations n'ont d'importance que lorsque les deux personnes sont prêtes à dire la vérité. Et pendant longtemps, cela n'avait pas été le cas. Plus tard, après que les enfants se soient endormis, je suis ressorti. L'air de la nuit était frais, le genre d'air qui vous rend conscient de votre propre respiration. Je suis resté là un moment, écoutant le silence. Quelque part loin d'ici, Daniel essayait toujours d'arranger les choses, essayait de remettre les morceaux en place, essayait de comprendre comment quelque chose qu'il pensait être fini venait juste de commencer. Mais il ne s'agissait pas d'arranger les choses. Il s'agissait d'y faire face. Et c'est quelque chose que personne ne peut faire à votre place. À l'intérieur, la maison était toujours paisible. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'attendre l'arrivée du prochain problème, car la vérité était déjà arrivée, pour nous deux. La différence était que je m'y étais préparé. L'effondrement ne s'est pas produit d'un seul coup. C'est ce que les gens s'attendent à voir, qu'il y ait un moment précis, un craquement sonore, quelque chose d'incontestable qui marque la fin de tout. Mais les véritables conséquences n'arrivent pas comme ça. Elles arrivent discrètement. Un appel, une lettre, une conversation à la fois. À la fin de la semaine, le monde de Daniel avait commencé à se rétrécir. Pas physiquement. Il conduisait toujours la même voiture, vivait toujours dans la même maison, du moins pour le moment. Portait toujours les mêmes costumes sur mesure qui lui avaient toujours donné l'air d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Mais l'espace autour de lui avait changé. Les personnes qui avaient l'habitude de répondre immédiatement à ses appels prenaient désormais plus de temps. Celles qui cherchaient autrefois son approbation faisaient soudainement attention à leurs mots. Même sa propre famille, si sûre d'elle, si confiante quelques jours plus tôt, était devenue plus silencieuse, moins certaine, moins sûre de sa position. J'ai appris la plupart de ces choses par Robert. Pas dans des comptes rendus dramatiques, mais dans des résumés mesurés, le genre que les professionnels donnent lorsqu'ils comprennent que l'information a du poids. Il essaie de déplacer des fonds, m'a dit Robert un après-midi. Mais avec les comptes signalés, il y a des limites. Et son entreprise, ai-je demandé. Il y a des enquêtes, a-t-il dit. Les partenaires posent des questions. Certains prennent leur distance jusqu'à ce que les choses soient plus claires. C'était logique. Les gens sont loyaux jusqu'à ce que le risque devienne visible. Et la clinique, ai-je demandé, me surprenant moi-même. Robert a fait une légère pause. Il n'y a eu aucune action officielle là-bas, a-t-il dit. Mais d'après ce que j'ai compris, la situation a changé. Changé. C'était une façon de le décrire. Parce que la dernière pièce de l'avenir soigneusement construit par Daniel, celle bâtie autour de Vanessa, et de l'enfant qu'il croyait être le sien, n'était plus stable. Elle avait bougé. Et quand quelque chose comme ça bouge, tout ce qui y est connecté commence à bouger aussi. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. Vanessa. J'ai failli ne pas répondre. Pendant un moment, j'ai juste regardé son nom sur l'écran, me souvenant de la première fois que je l'avais vu des mois auparavant, allumé sur le téléphone de Daniel, accompagné d'un message qui avait tout changé. À l'époque, c'était comme le début de la fin. Maintenant, c'était autre chose. J'ai répondu, allô. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, puis une voix qui semblait plus petite que dans mes souvenirs. Émilie ? Oui. Une autre pause. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Je n'ai pas répondu tout de suite. Non pas parce que je n'avais pas les mots, mais parce que je voulais les choisir avec soin. Que voulez-vous, ai-je demandé. Une respiration. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Pour les comptes, pour tout ça. Je pensais bien que non, ai-je répondu. Elle a laissé échapper une expiration tremblante. Ils disent que le bébé. Elle s'est arrêtée, la voix brisée. Ils disent qu'il pourrait ne pas être de lui. J'ai fermé les yeux un instant. J'ai entendu dire, ai-je dit. Je jure que je pensais que le timing était bon, a-t-elle continué rapidement. Je n'ai pas planifié ça. Il y avait quelque chose dans sa voix que je reconnaissais. Pas de l'innocence, mais de l'incertitude. Celle qui survient quand l'histoire que l'on s'est racontée commence à s'effondrer. Vanessa, ai-je dit doucement. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je peux vous aider. Je sais,
a-t-elle dit rapidement. Je le sais. J'avais juste besoin de le dire à voix haute à quelqu'un qui comprendrait. Comprendre? Ce mot avait plus de poids qu'elle ne le réalisait. Parce que comprendre ne signifie pas être d'accord. Cela ne signifie pas pardonner. Cela signifie simplement voir les choses clairement telles qu'elles sont. J'espère que vous trouverez une solution, ai-je dit. Et je le pensais. Pas parce que je lui souhaitais du bien de la manière dont les gens s'y attendent, mais parce que la clarté, aussi douloureuse soit-elle, vaut mieux que de vivre dans quelque chose qui n'est pas réel. Merci, a-t-elle dit doucement. Puis la ligne a été coupée. Ce soir-là, j'ai repensé à cet appel plus longtemps que je ne m'y attendais. Non pas parce qu'il changeait quoi que ce soit, mais parce qu'il me rappelait quelque chose d'important. Personne n'entre dans une situation pareille en pensant être celui qui va perdre. Vanessa était entrée dans ma vie en pensant qu'elle gagnait quelque chose, un avenir, une place, un homme qui semblait sûr de lui, prospère, certain. Elle n'avait pas vu les parts de lui que j'avais passé des années à apprendre à reconnaître. Les raccourcis, les justifications silencieuses, la croyance que tant qu'une chose avait l'air bien, elle était bien. Maintenant, elle les voyait. Et une fois que vous voyez une chose comme ça clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer. Arrivé au week-end, les appels de Daniel avaient cessé. Non pas parce qu'il avait abandonné, mais parce qu'il avait changé de stratégie. C'est ce qu'il faisait toujours. Quand une approche cessait de fonctionner, il passait à une autre. Cette fois, cela a pris la forme d'une demande officielle. Robert me l'a transféré en fin de matinée samedi. Il propose une réunion, a-t-il dit quand je l'ai appelé. Je m'en doutais, ai-je répondu. Ils veulent revoir les termes, a-t-il poursuivi. En privé. Bien sûr que oui. Parce que la vie privée offre ce que le processus public n'offre pas. Le contrôle, la négociation. La possibilité de remodeler un récit avant qu'il ne devienne définitif. Que recommandez-vous, ai-je demandé. Robert n'a pas hésité. Nous procédons comme prévu, a-t-il dit. Il n'y a aucun avantage à sortir du processus actuel. J'ai hoché la tête. Je suis d'accord. Il y a eu un bref silence. Un accord à l'amiable ne vous intéresse pas, a-t-il demandé, non pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse, mais parce qu'elle devait être dite à voix haute. J'ai déjà accepté un accord, ai-je dit. C'est vrai, a-t-il répondu. Et maintenant nous corrigeons simplement les parties qui n'étaient pas exactes, ai-je ajouté. Exactement, a-t-il dit. Cet après-midi-là, j'ai emmené les enfants dans un petit parc à quelques rues de la maison. Rien de spécial. Une balançoire, quelques bancs, des arbres qui projetaient de longues ombres. Alors que la journée avançait vers le soir, Ethan a trouvé un panier de basket et a rejoint un groupe de garçons de son âge. Lily était assise à côté de moi sur le banc, en train de lire. Noah courait d'avant en arrière entre nous, son rire léger et sans défense. Je les ai regardés pendant un long moment, sans penser à Daniel, sans penser au tribunal. Juste à regarder. À un moment donné, Lily a fermé son livre et m'a regardé. Tu es différente, a-t-elle dit. J'ai souri légèrement. Comment ça? Elle a réfléchi. Plus calme, a-t-elle dit, mais pas triste. J'ai pensé à cela. Je crois que je ne porte plus autant de choses, ai-je dit. Elle a hoché la tête comme si c'était tout à fait logique. Et peut-être que ça l'était, parce que les enfants remarquent le poids même quand ils ne peuvent pas le nommer. Ils le sentent dans votre façon de bouger, de parler, de vous asseoir dans une pièce, et quand il a disparu, ils le sentent aussi. Cette nuit-là, en bordant Noah, il m'a regardé avec des yeux endormis. Maman, a-t-il dit, on reste ici demain. Oui, ai-je dit. Et le jour d'après? Oui. Il a souri, satisfait. D'accord. Simple. Assez certain. Plus tard, après que la maison fut redevenue silencieuse, je me suis assise près de la fenêtre en regardant la rue. Quelques lumières, une voiture qui passait, le rythme régulier d'un endroit qui ne savait rien de la vie que nous avions laissée derrière nous. Quelque part ailleurs, Daniel essayait toujours de maintenir les choses ensemble, essayait toujours de trouver un moyen d'arrêter ce qui avait déjà commencé. Mais certaines choses ne peuvent pas être arrêtées. Elles ne peuvent qu'être affrontées. Et dans le calme de cette petite maison,
avec mes enfants en sécurité et endormis à quelques pas de là, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir pleinement auparavant. Il ne s'agissait pas seulement de choses qui s'effondraient. Il s'agissait d'autre chose qui prenait forme, de quelque chose de plus stable, de quelque chose de vrai. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de ce qui allait suivre. L'appel est arrivé par un calme mardi après-midi. J'étais debout devant l'évier de la cuisine, rinçant une tasse, regardant l'eau couler claire, quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je n'avais pas vu depuis des jours. Daniel. Pendant un instant, j'ai songé à le laisser sonner. C'était devenu mon habitude, laisser passer ses tentatives sans y prêter attention, permettant à la distance de faire son œuvre. Mais quelque chose dans le calme de cette journée m'a poussé à répondre. Allô. Il y a eu un blanc à l'autre bout. Pas long, mais assez long pour que je reconnaisse que quelque chose avait changé. Émilie, a-t-il dit. Sa voix était différente. Pas le ton tranchant et contrôlé auquel je m'étais habitué au fil des ans. Pas l'irritation sourde qui se cachait autrefois juste sous la surface de tout ce qu'il disait. C'était autre chose. De la fatigue, Daniel. Un autre silence. Je ne m'attendais pas à ce que tu décroches, a-t-il admis. J'ai failli ne pas le faire, ai-je dit. Il a laissé échapper un court soupir, pas vraiment un rire. C'est de bonne guerre. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Et dans ce silence, j'ai réalisé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je n'étais plus sur la défensive. Il n'y avait pas de serrement dans ma poitrine, pas d'anticipation de la direction que pourrait prendre la conversation. Juste de l'espace. Que veux-tu, ai-je finalement demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. Je voulais parler, a-t-il dit. Pas de l'affaire, pas des avocats, juste parler. Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant par la fenêtre. Ce n'est pas quelque chose pour lequel nous sommes très doués, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Il n'y avait aucune attitude défensive dans sa voix, juste un aveu. Cela seul aurait suffi à me déstabiliser autrefois. Maintenant, cela s'inscrivait simplement comme quelque chose de nouveau. Je n'appelle pas pour me disputer, a-t-il continué. Ni pour te convaincre de quoi que ce soit. Alors pourquoi appelles-tu, ai-je demandé. Une autre pause. Parce que je crois que je comprends enfin ce que tu voulais dire, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé continuer. Quand tu as dit que tu mettais les choses au clair, a-t-il ajouté, je ne l'ai pas entendu sur le moment. Je pensais juste que tu faisais ta difficile. J'ai presque souri à ça. Ça te ressemble bien, ai-je dit doucement. Je sais. Il l'a redit. C'était là. Ce mot, répété mais pas vide de sens. Je pensais que je maîtrisais tout, a-t-il poursuivi. Les finances, la maison, l'avenir. Je pensais qu'une fois le divorce terminé, les choses se tasseraient. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, rien n'est assez, a-t-il dit. Tout est incertain. Je pouvais l'entendre dans sa voix, pas de la panique, ni même de la peur, juste le poids inhabituel de ne pas savoir. Et Vanessa, ai-je demandé. Le nom est resté suspendu entre nous un instant. Elle est partie, a-t-il dit. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. Je n'en avais pas besoin. Partie, ai-je quand même dit. Plus comme une confirmation que par curiosité. Elle a déménagé il y a 2 jours, a-t-il répondu. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. C'est compréhensible, ai-je dit. Un autre silence. Celui-ci semblait différent, moins lourd, plus honnête. Je ne te demande pas de revenir, a-t-il dit après un moment. Cela m'a surprise. Non pas parce que je m'attendais à ce qu'il le demande, mais parce qu'il a choisi de le dire à voix haute. Je sais que ce n'est pas possible, a-t-il continué. Je pense. Je pense que je le savais avant même que les papiers ne soient signés. J'ai fermé les yeux un instant, laissant cela s'installer. Il y a des choses dont les gens se rendent compte trop tard, et puis il y a des choses dont ils se rendent compte juste à temps pour les comprendre. Que demandes-tu alors, ai-je dit. Il a hésité. Juste une chance de faire ça mieux, a-t-il dit. Pour les enfants. Cette partie-là comptait.
Pas à cause de lui, mais à cause d'eux. Il mérite quelque chose de stable, a-t-il ajouté. Même si ce n'est pas nous. J'ai pensé à Lily assise à table ce matin-là, concentrée sur ses devoirs. À Ethan trouvant sa place sur un nouveau terrain avec de nouveaux visages. À Noah demandant si nous serions toujours là demain. Ils n'avaient pas besoin de perfection. Ils avaient besoin de cohérence. C'est vrai, ai-je dit. Et je ne l'ai pas été, a-t-il admis. Rien à redire là-dessus. Je ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé, a-t-il continué. Mais je peux essayer de faire mieux à l'avenir. J'ai laissé échapper un souffle lent. C'était le moment où, par le passé, je me serais adouci, où j'aurais pris la responsabilité d'arrondir les angles, de lui faire de la place, d'ajuster mes attentes. Mais nous n'en étions plus là. Daniel, ai-je dit, il ne s'agit pas d'essayer. Il s'est tu. Il s'agit d'être présent, ai-je ajouté. De façon constante. Pas quand ça t'arrange, pas quand tout s'effondre. Juste de façon constante. Je comprends, a-t-il dit. J'ai cru qu'il le pensait vraiment. Savoir s'il le ferait réellement était une chose à laquelle le temps répondrait. Il va y avoir des limites, ai-je continué, des limites claires. Je m'y attends, a-t-il répondu. Et la communication passera par la structure que nous avons mise en place, ai-je ajouté. Pas de surprise, pas d'accord parallèle. D'accord. Simple. Direct. Ça aussi, c'était nouveau. Je ne cherche pas à tout te prendre, ai-je dit après un moment. Je sais, a-t-il dit. Mais je ne vais pas te protéger des conséquences de tes choix, ai-je ajouté. Je le sais aussi. Une autre pause. Émilie, a-t-il dit. Oui. Je suis désolé. Les mots étaient calmes. Pas dramatiques, pas peaufinés. Juste là. Je suis resté là un long moment, tenant le téléphone, écoutant le silence qui a suivi. Il fut un temps où ces mots auraient tout signifié. Maintenant, ils signifiaient autre chose. Ils signifiaient qu'ils commençaient à voir. Et parfois, c'est tout ce qu'est vraiment des excuses. Je t'entends, ai-je dit. Ce n'était pas un pardon, mais ce n'était pas un rejet non plus. C'était simplement une reconnaissance. C'est plus que ce que je mérite, a-t-il répondu. Je n'ai pas répondu à cela, parce que ce que les gens méritent n'était plus quelque chose que j'avais à décider. Après avoir raccroché, je suis resté près de la fenêtre pendant un moment. La lumière de l'après-midi avait changé, projetant de longues ombres sur le sol. À l'intérieur de la maison, tout était calme, stable. Je pouvais entendre Lily dans l'autre pièce expliquer quelque chose à Noah d'une voix patiente et prudente. Les pas d'Ethan résonnaient dans le couloir, déterminés, ancrés. La vie continuait, ininterrompue. Ce soir-là, alors que nous nous asseyions pour dîner, Lily m'a regardé. C'était papa, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Elle a scruté mon visage. Est-ce qu'il va bien? J'y ai réfléchi. Il essaie de comprendre les choses, ai-je dit. Elle a hoché la tête lentement. Est-ce qu'on va le voir? Oui, ai-je dit. Avec le temps. D'une manière qui fonctionnera pour nous tous. Cela a semblé apaiser quelque chose en elle. D'accord, a-t-elle dit, et c'était suffisant. Plus tard dans la nuit, une fois la vaisselle lavée et la maison redevenue silencieuse, je me suis assise à la table avec un carnet devant moi. Pas des documents juridiques, pas des plans, juste des pensées. J'ai noté quelque chose, ce qui comptait, ce qui ne comptait pas. Ce que je voulais que mes enfants retiennent de tout cela, pas le conflit, pas les détails, mais la façon dont nous l'avons traversé avec stabilité, avec clarté, avec une sorte de force tranquille qui n'avait pas besoin de faire ses preuves. Je ne savais pas exactement à quoi ressembleraient les mois suivants. Il y aurait des audiences, des ajustements, d'autres conversations. Mais pour la première fois, je n'essayais pas de contrôler le résultat. J'y étais simplement présente. Et ça faisait toute la différence, parce qu'au bout du compte, il n'a jamais vraiment été question de gagner. Il s'agissait de construire quelque chose qui ne dépendait pas des choix de quelqu'un d'autre pour rester debout. Et cela était déjà en train de se produire. Il y a un moment, après que tout soit réglé, où l'on comprend enfin à quoi tout cela a servi. Pas au milieu des disputes, pas dans la salle d'audience,
pas même dans les heures calmes où l'on prend des décisions que personne d'autre ne voit. Ça vient plus tard, quand le bruit a disparu. Quand l'issue n'est plus incertaine. Quand vous vous tenez dans une vie qui semble stable. C'était un dimanche matin que je l'ai ressenti. Rien de spécial à propos de cette journée. Le genre de matinée qui passait autrefois inaperçu. La lumière du soleil entrait par la fenêtre de la cuisine, douce et uniforme. Le café était déjà prêt. Noah était assis à table, coloriant quelque chose avec soin, la langue légèrement pressée contre la lèvre par concentration. Ethan était dehors en train de lancer un ballon de basket contre le petit panier que nous avions installé dans l'allée, et Lily lisait. Non pas parce qu'elle fuyait quelque chose, non pas parce qu'elle avait besoin d'une distraction, mais parce qu'elle le voulait. Je me suis appuyé contre le comptoir et je les ai regardés un long moment. Pas de tension, pas d'attente, pas le sentiment que quelque chose pouvait mal tourner à tout moment. Juste la vie. Daniel s'était montré constant. C'était le mot auquel je revenais sans cesse. Pas parfait, pas soudainement transformé en une nouvelle personne, mais constant. Il appelait quand il disait qu'il le ferait. Il se présentait aux visites programmées. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Et quand il ne savait pas quoi dire, il ne faisait pas semblant. Cela comptait. Pas pour moi de la manière dont cela aurait pu être le cas autrefois, mais pour les enfants. Lily avait recommencé à se détendre avec lui. Ethan gardait encore un peu de distance, mais il ne se fermait plus comme avant. Noah acceptait simplement ce qui se trouvait devant lui, comme le font souvent les enfants lorsqu'ils se sentent suffisamment en sécurité pour le faire. Il y avait des limites claires. Nous ne brouillions pas les pistes. Nous ne ressuscitions pas le passé. Nous nous concentrions sur ce qui était devant nous. Et lentement, quelque chose de stable a commencé à prendre forme. La procédure judiciaire s'est poursuivie comme prévu. Il y a eu des réunions, des ajustements, des réévaluations finales des actifs qui reflétaient ce qui était réellement là, et non ce qui avait été présenté. Je n'ai pas demandé plus que ce qui était juste, et je n'ai pas accepté moins que ce qui était équitable. En fin de compte, il ne s'agissait pas de tout récupérer. Il s'agissait de corriger ce qui avait été déformé. Cette distinction était importante, car l'équité ne nécessite pas de punition. Elle nécessite un équilibre. Vanessa n'a plus jamais appelé. J'ai appris, par les mêmes canaux discrets qui transportent l'information d'une manière que les gens ne remarquent pas toujours, qu'elle avait complètement quitté la ville, qu'elle avait déménagé ailleurs, qu'elle avait pris un nouveau départ. Je ne pensais pas souvent à elle. Et quand je le faisais, ce n'était pas avec colère. C'était avec une sorte de compréhension lointaine. Nous avions toutes deux fait partie de la même histoire, juste de côtés différents. Et à la fin, nous avons toutes les deux dû affronter la réalité. Les mois ont passé, pas vite, mais régulièrement. Ce genre de régularité qui construit quelque chose sur lequel on peut réellement s'appuyer. Les enfants se sont adaptés à l'école. Ils se sont fait des amis. Ils ont développé des routines qui leur appartenaient, et non à la vie que nous avions laissée derrière nous. J'ai trouvé du travail. Rien qui ne nécessite d'explication ou d'approbation. Juste quelque chose d'honnête, quelque chose qui me permettait d'être présente pour eux et pour moi-même. Et dans les moments de calme, j'ai réalisé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je n'étais plus en colère. Ni contre Daniel. Ni contre sa famille. Ni même contre les années qui nous avaient conduits ici. Parce que la colère, quand on la porte assez longtemps, devient autre chose. Elle devient un poids. Et j'avais déjà déposé assez de cela. Un après-midi, alors que j'étais assise sur le même banc dans le petit parc que nous avions appris à si bien connaître, Lily s'est tournée vers moi. « Maman, a-t-elle dit, es-tu heureuse ?» La question était simple, mais elle contenait plus qu'elle ne le réalisait probablement. J'y ai réfléchi, pas rapidement. Pas de la manière dont les gens répondent quand ils pensent qu'ils sont censés dire oui. J'ai pensé au matin, au calme, à l'absence de tension, à la façon dont je n'avais plus l'impression de devoir anticiper le prochain mouvement de quelqu'un d'autre. Je le suis, ai-je finalement dit. Elle a souri, pas surprise, juste satisfaite, comme si c'était la réponse qu'elle connaissait déjà. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assise de nouveau près de la fenêtre. La même fenêtre, la même rue calme, mais tout semblait différent. Non pas parce que quelque chose d'extraordinaire s'était produit,
mais parce que quelque chose d'ordinaire avait été restauré. La paix. Pas celle qui vient de la victoire, mais celle qui vient du fait de n'en avoir plus besoin. J'ai repensé au jour au tribunal. Au moment où le juge a dit « ce divorce est définitif ». À quel point cela avait sonné comme une fin. À quel point cela avait ressemblé à une porte qui se referme. Mais ce n'était pas le cas. C'était un début. Pas d'un nouveau combat, mais d'une nouvelle façon de vivre. Une façon qui n'exigeait pas que je prouve quoi que ce soit. Une façon qui ne dépendait pas des choix de quelqu'un d'autre. Une façon qui me permettait de me tenir tranquillement dans quelque chose qui m'appartenait. S'il y a une chose que je dirais à quelqu'un se trouvant là où je me suis trouvé, ce ne serait pas à propos de stratégie, de timing, ou même de justice. Ce serait ceci, prêtez attention à ce qui est réel. Pas ce qui est promis, pas ce qui est présumé, pas ce qui semble bien de l'extérieur. Qu'est-ce qui est réel? Parce qu'en fin de compte, c'est la seule chose qui tient. Et quand vous construisez votre vie autour de cela, vous n'avez à courir après rien. Vous n'avez à rien prouver. Vous vous contentez de vivre. Si cette histoire vous a trouvé à un moment où les choses semblent incertaines, j'espère que vous en retiendrez quelque chose. Pas les détails, pas le conflit, mais le rappel que la stabilité est possible. Que la clarté vient, même si cela prend du temps, et que parfois les décisions les plus silencieuses sont celles qui changent tout. Si cela a signifié quelque chose pour vous, vous êtes libre de le partager avec quelqu'un qui pourrait aussi en avoir besoin. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, ancrées dans la vraie vie, racontées avec honnêteté et bienveillance, vous pouvez rester avec nous. Je n'ai pas gagné au tribunal. Je ne suis pas parti avec tout. Mais je suis parti avec ce qui comptait, et c'était suffisant.